On va traverser l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis, puisque c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi déjà C'est parce que j'ai eu la chance en fait, d'y aller il y a quelques années, en 2019. J'avais fait 4 saisons au Chamois Niortais, club de foot en Ligue 2 à l'époque, qui a subi, on va dire, des galères récentes. Et donc je voulais aller voir aux États-Unis comment travailler les clubs. L'idée c'était vraiment de dire ok, je vais aller voir les bonnes pratiques, matière très fan expérience, marketing, les activations, pour la démarche, pour vraiment reprendre de zéro. C'est-à-dire que moi j'achetais mon billet, mais par contre je contactais les clubs pour leur demander de m'accorder un petit moment et de m'accorder quelques minutes avant le match, pendant le match, après le match, pourquoi pas la veille, le matin, le lendemain. Et ça a été hyper bien accueilli par les clubs. J'ai eu la chance de faire plus d'une quinzaine de villes à travers le pays, de faire plus de 30 infrastructures, donc stades et salles, tous sports confondus. J'ai vraiment vu, quand je dis tous sports confondus, c'est jusqu'au rodéo, au catch, au Monster Jam et tous les sports collectifs connus qu'on peut avoir aux États-Unis. Et Showtime Stadium, c'est ce qu'on appelle un side project, c'est-à-dire que j'ai monté ça il y a maintenant plus d'1 an. L'idée, c'est de publier très régulièrement, notamment sur LinkedIn et Instagram, du contenu sur ce qui se fait de bien ou d'insolite aux États-Unis, puisque c'est ce que je vais vous montrer un peu aujourd'hui. C'est quelques faits, on va dire, marquants qui peuvent être très intéressants. On l'a dit plusieurs fois dans la journée, et puis moi je passe mon temps vraiment à le répéter à qui veut bien l'entendre, c'est que tout ce qu'on voit aux États-Unis, bien sûr, ne peut pas être ramené tel quel, mais par contre, il y a quand même plein de bonnes pratiques ou de bonnes idées qui peuvent être tentées en France. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a certaines choses, pourquoi pas. Je vais aussi vous montrer des trucs totalement délirantes que je ne pense pas voir un jour en France, mais qui sait. Je vais aller assez vite, et bien sûr, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Instagram, je fais un peu d'auto-promo. Je commence par une citation de Mark Cuban, je ne vais pas vous la lire, mais en gros, l'état d'esprit américain, je l'ai un peu pris de plein fouet en fait quand je suis parti là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans cette optique de on est un club ok, mais on est avant tout une entreprise et on va travailler sur ce qu'on maîtrise, typiquement pas le sportif. À part si certains d'entre vous jouent en même temps que vous avez une étiquette au club et une casquette au club, c'est compliqué d'impacter le résultat. Et donc les franchises américaines, même les plus importantes, tout sport confondu encore une fois, vont s'attacher à essayer de travailler ce qu'ils maîtrisent, ce qu'on appelle la fameuse fan expérience, tout ce qui se passe avant le match, pendant le match et après le match, à ne pas négliger le après-match, et aux États-Unis, ils ne négligent pas du tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée de dire nous on vend un moment de partage, on vend de l'émotion, on vend un moment unique de rencontre, puisque pendant X minutes, parfois de longues minutes, puisque les sports américains sont quand même très longs, on va vendre un moment de partage et on va essayer de créer, un peu ce que disait Pascal Viau ce matin, mais on va essayer de créer plutôt que ce soit une foule, mais plutôt un public qui va, on va dire, dans une certaine osmose, vivre quelque chose. Et Mark Cuban qui a écrit en plus de nombreux livres autour du sport business, quelqu'un d'assez intéressant pour sa vision des choses. Je vais aller très très vite, le but c'est d'être très concret, de vous montrer des choses avec des vidéos, des images, parce que on a eu une longue journée, et je vais vous montrer les 3, on va dire, faits un peu marquants. Alors, je vais vous montrer le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, qui est connu aussi pour son architecture assez folle, c'est la fameuse fleur qui s'ouvre. Le stade des Dallas Cowboys est plutôt la fan expérience au sein des Dallas Cowboys, le club le plus riche et le plus cher au monde. Ils viennent d'être valorisés à plus de 10 milliards de dollars, c'est le premier club à passer ce montant-là. Et je vais faire un petit focus aussi sur les prestations VIP à la sauce américaine, on va dire, puisque c'est vrai qu'ils ont une façon de voir le truc qui est un peu différente de chez nous, même si ça s'oriente un peu comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout le monde peut être VIP dès lors que vous avez un peu d'argent. C'est vrai que nous, chez nous, souvent les offres VIP, elles sont réservées à des entreprises, à du B2B, et donc on a des gens commerciaux, responsables commerciaux, des équipes sales qui se chargent de vendre ces prestations-là, mais elles ne sont pas forcément toujours en vente sur la billetterie en ligne notamment. Et puis après, quelques petits trucs un peu insolites, un peu what the fuck, qui sont là pour le coup assez délirants. Au Mercedes-Benz Stadium, ils ont mis un truc en place qui s'appelle le Fan First Menu, et je vais vous mettre directement l'image. Ils sont partis du principe que pour eux, le F&B, ça doit être un moteur de la fan expérience et pas forcément un générateur absolu de revenus. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place donc, ce fameux Fan First Menu, inspiré de ce qu'on retrouve, alors ce qu'on appelle le street pricing, c'est tout bête, mais c'est de se dire, ok,
pourquoi dans un stade, quand on arrive, on va payer forcément plus cher des produits qu'on peut retrouver à l'extérieur? Et je pense que vous êtes tous allés, enfin, ceux qui sont allés à New York en tout cas ou aux États-Unis, bah, tous les coins de rue, vous avez un hot dog à 2 ou 3 dollars. Ben, c'est ça l'esprit qu'a voulu mettre en place Atlanta. Et donc c'est aujourd'hui les tarifs les moins chers du pays, donc NFL et MLS, puisque pour le coup le foot américain et le soccer cohabitent dans le même stade, puisque c'est le même propriétaire, ça aide. Et donc oui, ils travaillent sur des produits locaux, des circuits courts. On a vraiment cet état d'esprit en fait de dire il faut que ça aide à satisfaire mon public et pas forcément à ce que il y ait des produits voilà, à des prix assez délirants. Bien entendu, vous avez, alors quand je dis, pour donner un peu une idée sur les tarifs, c'est la bouteille d'eau à 2 euros, 2 dollars, le coca en open bar, enfin vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez acheter avoir un coca, ça vous coûte 2 dollars. Vous avez la part de pizza à 3 dollars, vous avez le cheeseburger à 5 dollars, voilà. Donc vous avez quelques produits. Parmi les 680 points de vente, vous avez toujours au moins un produit du menu Fan First. Donc c'est ça aussi qu'un 1, 2, 1, 2. Après, pour le coup, vous avez quand même après des cocktails à 20 dollars, vous avez quand même des plats à d'autres prix, on va dire. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de 95% des spectateurs achètent et le panier moyen est bien plus important que ce qu'on peut avoir et connaître en France. L'expérience que j'ai pu vivre au Dallas Cowboys, alors ce qui était assez fou, c'est qu'on était sur le match du lundi, le gros match du week-end. Et en fait, on m'avait dit de venir très tôt parce qu'il se passe plein de choses en avant-match. Et ouais, j'ai pas été déçu. En fait, je suis arrivé peut-être 4 ou 5 heures avant le coup d'envoi. Et donc, en me rapprochant du stade, on est venu me voir pour me proposer de venir à une tailgate party. En gros, c'est des sortes d'apéritifs avant match. Hein. Je ne sais pas s'il y a un vrai terme qui pourrait le faire comprendre. Une tailgate party aux États-Unis, c'est les gens qui réservent une place de parking, qui payent une place de parking. Il y a des listes d'attente pour avoir la meilleure place de parking. Vous avez la possibilité de personnaliser votre place de parking avec un petit panneau pour dire ici c'est le parking de Benjamin. Et donc vous vous installez votre pick-up, votre 4x4, parce que c'est quand même ça la majorité des Américains. Vous installez un barbecue, vous installez un canapé, une télé. Bon, voilà, on est dans un autre monde. Et pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément de voiture, qui viennent en transport commun ou autre, de vivre aussi cette expérience, les clubs proposent des tailgate parties et les sponsors proposent aussi des tailgate parties. Et donc moi j'ai eu la chance de participer à une tailgate party Jameson, donc la marque de whisky, où dans cet espace on était sur de l'open bar complet. Il fallait juste, entre guillemets, payer à manger. Donc vous voyez, je suis arrivé 4 heures avant. Moi, j'aime pas le whisky. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé ce jour-là. Puisqu'il y avait un autre stand un peu plus loin d'une autre marque de whisky, Jim Beam. Je me suis dit que vraiment, ils voulaient s'attaquer à moi et à ma bonne santé. Mais pour le coup, voilà, c'est totalement délirant. Et je ferai un petit parallèle, mais c'est vrai que il n'y a pas la loi Evin aux États-Unis déjà. Et les alcooliers sont des gens qui, en plus, ont quand même beaucoup d'argent à investir dans le sport professionnel. Et on va le voir juste après, mais à investir dans le sport professionnel, c'est en visibilité, en pub, oui, mais aussi dans la construction d'espaces et de bars. C'est-à-dire que quand vous allez dans un stade ou dans une salle, dans les coursives, vous avez des alcooliers partout. Heineken, Absolut, Grey Goose, Bacardi, c'est assez monstrueux. Donc alors là, on est sur des photos, parce que comme je n'étais pas encore... Enfin, je suis toujours pas, mais je n'étais pas influenceur à ce moment-là, donc je n'avais pas pensé à ce que j'allais faire de tout ce contenu. Mais voilà, la fameuse tailgate party Jameson, qui était encore une fois donc voilà, totalement gratuite. Ce stade, il a une particularité, c'est que Jerry Jones, le patron, quand il a créé le stade, il a voulu que ce soit une sorte de musée à ciel ouvert. Et donc là, ce qu'on a vu, c'était des œuvres d'art qui ont été réalisées par des artistes du monde entier. Et donc vous avez des visites de stade, mais aussi des visites de stade pour le côté artistique. Ça génère plus de 500 millions de dollars par an, hein, ces visites entre le centre d'entraînement ou le stade. Hein. Les Dallas Cowboys, quand je vous dis qu'ils sont très riches, c'est très riche. Là, on est sur une borne en réalité augmentée. En 2019, ça avait fait le buzz. Ça n'existe toujours pas en France. Et c'était AT&T. Donc AT&T, c'est l'équivalent d'Orange ou Free, si vous voulez. Et donc là, vous aviez une photo et un gif avec des joueurs que j'avais choisis au hasard, parce que je ne connaissais pas les joueurs. Mais donc voilà, j'ai un souvenir d'une photo avec les joueurs en réalité augmentée. Et les gens faisaient la queue, c'était assez fou. Et dès lors que ça a fait le buzz, ils en ont mis 6 des bornes. Parce qu'ils ont cette capacité quand même de réactivité, nos amis américains. Donc voilà, on voit les boutiques, on est au Texas, donc dans les boutiques vous pouvez acheter des chapeaux de cow-boy, des Santiago, là on a les fameuses œuvres d'art, et ça c'est des espaces VIP pour vous montrer qu'on est dans un centre commercial ou dans un hôtel de luxe, et pas dans un club professionnel comme on l'entend chez nous.
Ouais, j'ai pu aller voir les vestiaires, les bureaux. Et voilà, mais c'était assez fou. Comme je disais, il y avait vraiment tout un tas de choses. En fait, ils ont cette faculté à vous proposer tout un tas de trucs. C'est un peu comme si les franchises américaines arrivaient avec un plateau de petits fours et qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc en fait, vous soyez un grand fan de foot américain, que vous soyez comme moi un touriste qui vient se balader, vous allez avoir plein de trucs qui vont occuper votre espace et votre expérience en avant-match, pendant le match et en après-match. Je vous disais, on avait en amont, quand je suis arrivé sur le parvis, donc au plus proche du stade, il y avait un plateau télé, donc c'était ESPN ce jour-là, et donc vous aviez les anciens joueurs, les commentateurs, les journalistes qui étaient là. C'est comme si nous, demain, voilà, on allait voir un match de rugby et on allait avoir les journalistes ou de foot, les journalistes sur la fan zone, donc forcément c'est intéressant pour le grand public parce que ça nous permet de voir, pourquoi pas, des anciens joueurs, on va dire des stars, et de participer au spectacle. On le voit, le Tour de France le fait. Avant chaque départ, je crois, ils mettent un plateau télé, on va dire, sur la ville de départ. C'est des choses qui sont intéressantes parce que le grand public, du coup, fait partie du spectacle. Dans ce stade, vous avez plus de 4000, je crois, télés dans le stade. Donc, c'est-à-dire que vraiment, tous les 2 mètres, vous avez une télé qui diffuse des images du vestiaire, pourquoi pas en avant-match. Donc, on voit les mecs en train de s'échauffer, en train de parler entre eux. On voit la salle d'échauffement, de musculation. On voit une émission de cuisine en avant-match. Voilà, il y a un plateau avec une émission de cuisine où il y a 2 anciens joueurs qui sont là en train de faire l'émission de cuisine. Et c'est diffusé un peu partout dans le stade. Dans les toilettes, vous avez le son du match pendant le match. Et dans certaines toilettes, vous avez même des télés, dans les espaces VIP notamment. Les Américains sont vraiment dans cet esprit où on ne peut pas rater le match. Encore une fois, on est sur des matchs très longs. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de dire il faut que les gens puissent aller consommer, puissent aller aux toilettes, puissent aller faire ce qu'ils veulent pendant 3-4 heures. Alors que sur un match de foot, de rugby, de basket, nos sports à nous, européens, on est quand même rythmé différemment avec un avant-match, une petite mi-temps. Et après le match, souvent, les gens partent au coup de sifflet final, voire même un peu avant pour ne pas être dans les embouteillages. Ou ici, le billet sans siège, pourquoi j'ai mis ça, c'est qu'en fait, on est sur un stade qui a 80 000 sièges et ils ont une affluence moyenne à 105 000 parce qu'ils vendent 25 000 billets sans siège. Les gens qui achètent ces billets-là, comme moi, mais je n'avais pas fait d'exprès quand je l'avais acheté, c'est qu'ils étaient un billet moins cher, en fait, ont accès à des sortes de balcons géants. Donc en fait, il y a des images très connues des Dallas Cowboys où quand ils ouvrent les portes, les gens courent pour aller se mettre sur leur place, on va dire, et rester à leur place pendant 4-5 heures, quoi. C'est assez dingue, voire plus d'ailleurs, parce que ça ouvre 2 heures avant le coup d'envoi. Mais voilà, c'est cette idée de pouvoir aussi toucher des publics qui potentiellement n'ont pas les moyens d'avoir une place avec un siège. Et encore une fois, on est sur 10 matchs à domicile, donc voilà, l'offre et la demande est assez délirante. La démocratisation de l'offre VIP et grand public premium. Alors, en fait, les Américains, comme je vous disais, ont cette idée de « Ok, n'importe qui a un peu d'argent, s'il a envie de se faire plaisir et prendre une place en loge, il en est capable. » Moi, quand je suis allé au Staples Center, la salle des Lakers, on est ici, dans les toilettes, vous aviez les coordonnées des commerciaux, les matchs disponibles avec les prix, si vous vouliez vous acheter une loge ou une place en réceptif. Donc là, on voit tout un tas d'espaces et de prestations possibles. Vous voyez des télés avec des tables et des grands canapés. On est vraiment dans des espaces qui sont très 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 novateur par rapport à ce qu'on peut voir. J'ai mis quand même certaines loges parce qu'ils ont encore ce truc des box et loges un peu fermées, mais ça se fait de moins en moins aux États-Unis. Les gens sont de moins en moins en recherche et en attente de ça. Ce qu'ils font beaucoup, c'est aussi de mettre les gens du même secteur d'activité ensemble. Ils font ce truc-là souvent dans des loges un peu loge open, ils appellent ça, et ils disent ok, on va casser 2-3 murs, et au lieu de faire plusieurs loges de 12, on va péter, on va faire 60 personnes et on va mettre peut-être tous les gens qui sont dans le bâtiment. À Dallas, ils font ça pour les gens qui sont dans le pétrole, par exemple, et les gens achètent une loge sur 20 ans, puisque là-bas, il n'y a pas d'histoire de relégation ou de montée. Les Dallas Cowboys, ça existera toute la vie, quoi. Donc, et les sponsors et les places VIP sont vendues à très 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 long terme. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, pour les places VIP, pour monsieur tout le monde, c'est qu'encore une fois, vous allez sur la billetterie d'un club, je vous recommande de regarder, n'importe quel club de sport US, vous pouvez acheter des places VIP, encore une fois, dans des idées de grand public premium. Moi, ça m'arrivait très souvent d'acheter une place et à quelques jours du match, de recevoir un mail pour me dire « Tiens, tu avais acheté ta place à 40 $, si tu rajoutes 20 $, peut-être que tu peux avoir un truc un peu sympa. Tu peux faire la visite du match, du stade en avant-match pour 30 $. Tu peux faire la visite du stade avec un ancien joueur pour 50 $. Tu peux aller dans le couloir des joueurs pour les checker quand ils rentrent sur le terrain pour 100 $. Voilà, ils ont ce truc-là de cross-selling, d'upselling, de dire ok, tu avais acheté ton billet,
bah, tu dois pouvoir peut-être mettre autre chose dans ton panier, même si tu avais déjà payé, peut-être qu'avant le match, tu vas te chauffer et rajouter encore une fois quelque chose. Et les prestations, ils les pensent de manière aussi très différente, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand vous avez des loges ou des espaces VIP, bon ben voilà, vous avez une prestation du traiteur, d'un match à un autre, ça diffère, bon, tout le monde mange un peu pareil, voilà, pas de souci. Aux États-Unis, ils ont ce truc-là de dire il y a la possibilité d'acheter la loge vide et certains patrons de grandes entreprises, par exemple, eux, leur kiff, c'est de venir et de manger des hot dogs qu'ils ont pris dans les coursives et pas de manger du caviar ou je ne sais quoi. Donc il y a aussi ce truc-là, voilà, d'être capable de parler à toutes les typologies de public dans le même espace. Alors qu'encore une fois, chez nous, bah, on impose un produit et une offre parce qu'elle est liée au traiteur. Et je passe rapide, mais des espaces VIP assez novateurs, on en a plein aux États-Unis. Vous les connaissez sûrement, les fameuses piscines à Jacksonville, c'est-à-dire que vous avez 50 places, et donc ça fait $250 la place en gros, et vous avez accès à ce qu'on appelle des cabanes, et la cabane donne droit à la piscine, et donc vous pouvez être dans une piscine en regardant un match de football américain. Bon, c'est assez fou, il y a 3-4 clubs aux États-Unis où il y a des piscines. Je vais aller assez vite sur les derniers trucs qui sont là pour le coup très 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 insolites et je vais aller vite, je vais lancer les vidéos. Là, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, c'est une activation qui a été co-construite entre le club et un partenaire historique qui fait des saucisses. C'est quand même pas hyper facile à activer quand on a un partenaire. Des saucisses, de la viande, hein, voilà, ni plus ni moins. Ils ont créé un truc où ils lancent des hot dogs avec des parachutes dans un moment de temps mort du jeu. Bon, voilà, ça a fait le buzz forcément. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette idée d'être capable de co-construire quelque chose avec son partenaire. Les partenaires, les entreprises cherchent toujours un moyen de prendre la parole au stade ou pendant un match ou dans une salle. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait du bruit. Et puis maintenant, ça a créé des émules et pas mal de clubs se sont renseignés pour essayer de faire la même chose. Et là, on voit les gens du club qui sont en train de récupérer les hot dogs. Ça a été fait en collaboration avec Sodexo, qu'on a aussi en France bien entendu. Sodexo qui est le partenaire restauration des Seattle Mariners, et ils ont mis ça en place ensemble. Et voilà, ça fait un truc assez, encore une fois, insolite et assez sympa d'offrir ces fameux hot dogs. Encore une fois, on parle de hot dogs qui coûtent peut-être 2 ou 3 $, mais c'est juste rigolo de l'avoir pensé, de l'avoir fait. Un truc que moi j'adore, je pense que j'en parle à chaque fois que je dois parler des États-Unis et de ce que j'y ai vu, mais parce que ça je l'ai vu en vrai. J'avais vu ce truc Bark at the Park, j'avais vu la plage, j'ai dit bon go, je prends ça, et en fait c'est un match où on vient avec son chien. Le pourquoi du comment, encore une fois qu'on est passé au truc, ok, ils sont complètement fous. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, les Américains, ils sont capables déjà de parler à toutes les typologies de public, et très bien. Les jeunes, les vieux, les adolescents, les étudiants, les hommes, les femmes, bref. Donc en fait, il y a un moment où ils sont allés tellement loin dans le process et ils parlent déjà à tout le monde qu'ils se sont dit, ok, les maîtres de chiens, peut-être qu'ils aimeraient bien venir voir les matchs, mais peut-être qu'ils ne veulent pas laisser leur chien à la maison. Donc du coup, on va faire une offre où les gens viennent avec leur chien. Et bien sûr, ils viennent avec leur chien en payant. Une place, c'est à peu près $40, humain et chien. Ce qui est intéressant, c'est que ok, pour aller au bout du truc, parce que nos amis américains, ils sont quand même forts quand ils font quelque chose, c'est qu'ils vont au bout du truc. Il y a une Simba Cam, il y a une Dog Cam, donc les gens vont tendre leur chien comme Simba. Il va avoir une Dog Zone avec potentiellement des prestataires liés à la vie des chiens, des chats, qui va vendre de la pet food, des vétérinaires. Souvent, c'est des matchs qui sont en partenariat avec la SPA. Et vous l'avez sûrement vu dans le foot, dans le rugby, des clubs rentrer avec des chiens à l'adoption pour sensibiliser. En fait, c'est ça, c'est des dérivés de ça. Et les Américains, ils ont juste ce truc de « il faut que je mette de la dinguerie dans tout ce que je fais ». Donc, ok, c'est comme ça. Mais derrière, c'est toujours... Il y a un but, encore une fois, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Et là, c'est pas forcément de générer du revenu, parce qu'en plus, le club va faire don d'une partie des bénéfices sur ce match. Mais encore une fois, cette idée de toucher un public qui potentiellement ne viendrait pas le reste de l'année, c'est intéressant. Et les Bark at the Park ou Bark Night, c'est des matchs qui, au baseball, on a 60 matchs à domicile. 62 même, je pense, minimum. Donc c'est intéressant parce qu'encore une fois, aller remplir 62 fois par an votre stade, c'est compliqué. Donc du coup, vous l'avez sûrement vu, les Américains, ils adorent faire des matchs à thème. Il y a eu il n'y a pas longtemps le match à destination du personnel militaire, voilà, pour rendre honneur aux gens qui auraient fait l'armée, qui auraient fait la guerre, etc. Et ils font pareil avec les infirmières, avec les maîtresses et maîtres d'école, professeurs, enfin voilà. Donc ils ont encore une fois cette capacité à aller parler à tout le monde. Et c'est intéressant parce que c'est pas juste, je fais un tarif chien. Non, c'est pas que le tarif chien, c'est vraiment envelopper le tout avec un package un peu sympa. Le swag shop, donc là c'est encore une autre dinguerie. Là aussi, une fois passé le côté, pourquoi ils font ça, ils sont complètement dingues.
c'est surtout cette idée que, ok, ils avaient trop de loges à la State Farm Arena, et donc en 2018, ils ont fait un plan de rénovation en disant, en fait, on ne vend pas nos loges à tous les matchs, on galère un petit peu, bah, plutôt que de vendre nos loges au tarif classique, on va essayer d'en faire quelque chose. Ils ont monté une loge Top Golf. Top Golf, c'est du golf. Donc ils ont créé un centre de golf, enfin digital, hein, bien entendu, dans une des loges. Ils ont créé ce fameux barbershop, le Swag Shop, qui est tenu par un rappeur américain. Et en fait, il a déjà le même salon dans le centre d'Atlanta et il a reproduit exactement le même salon dans la State Farm Arena. Et les gens peuvent se faire coiffer pour 5 $ de plus sur chaque prestation, mais c'est une prestation qui cartonne. Et je continue sur la State Farm Arena, parce qu'en 2018, ils se sont aussi lancés dans un truc qui est hyper novateur, ça j'adore, et ça franchement, ça vous pouvez le faire, ça dépend de vos infrastructures, mais c'est quand même plutôt simple à faire. C'est le tout premier et unique bar en courtside en NBA. Là, l'idée, c'était de dire, OK, on va supprimer 100 sièges, vous voyez ici, 100 petits sièges derrière le panier, mais on va permettre à 650 détenteurs de sièges VIP courtside d'aller dans ce bar, le Hog Bar, qui est lié au Sky 360 Club. Et donc, en fait, les gens ont la possibilité d'aller sur le parquet et derrière le panier, voir le match au plus proche des joueurs, en avant-match, à la mi-temps, pendant le match. Voilà, ils ont le droit de rester là tout le match s'ils le souhaitent. Les places, bien entendu, diffèrent d'un match à un autre et suivant l'affiche, etc. Et on a un accès à ce fameux Sky 360 Club où à l'intérieur, on est sur des prestations de chef étoilé, on est sur une prestation open bar. Donc encore une fois, c'est pas que ouais, ok, j'ai accès au parquet. C'est aussi cette idée de potentiellement générer des revenus. Et donc les places, elles sont, oui, de 400 $. C'est vraiment à partir de 400 $. Par contre, ça monte jusqu'à des 15 000 $ suivant les affiches. Et les joueurs jouent le jeu parce qu'en plus, je pense que bien entendu au club, ils leur ont dit, les gars, là, ils ont payé cher, allez checker un peu tout le monde. Et régulièrement, il y a des scènes un peu cocasses dans cet espace. Là, pour le coup, c'est un des trucs les plus fous que j'ai vus. J'avais pas compris ce qui se passait quand j'étais au club à ce moment-là. C'est chez les Chicago Cubs, c'est du baseball. Et donc, en fait, on est dans un vieux stade qui a une centaine d'années, ouais, qui a 100 ans même. Et en fait, eux, ils n'ont pas assez de place. Le stade, il est au patrimoine vraiment pas de l'UNESCO là-bas, mais il est vraiment au patrimoine de la ville. Les supporters, ils veulent pas du tout entendre d'un déménagement ou d'un nouveau stade, ni de rénovation d'ailleurs. Et donc, du coup, pour essayer de combler, on va dire, le manque de place dans le stade, ils ont acheté des immeubles de l'autre côté de la rue et donc ils ont créé des prestations dans les immeubles. On parle de 16 immeubles, alors c'était 16 à l'origine, maintenant ça n'est plus que 11. Et en fait, ils créent des prestations donc dans tout l'immeuble. Et après, vous avez ensuite une tribune au-dessus du toit. Donc, alors on va voir, il va tourner le type. Et voilà, donc vous avez des belles tribunes qui surplombent vraiment le stade. C'est-à-dire que vous voyez quand même très bien. Et en même temps, même si on ne voyait pas très bien, c'est pas trop grave, puisque finalement, là, on parle à des gens qui n'ont pas besoin absolument d'être dans le stade. Ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir une prestation un peu sympa, comme des gens qui iraient au VNB ou au pub du coin voir le match. Encore une fois, ça permet de proposer aux gens de consommer le match différemment, à manger, à boire, une prestation VIP. Il y a pas mal d'entreprises, pas mal de particuliers, et vous avez bien sûr plusieurs prestations suivant les étages de l'immeuble. Et ces 11 immeubles, ils sont pris à tous les matchs, hein, bien entendu. Donc ça, c'est assez intéressant. Là aussi, à partir de 69 $, mais ça monte jusqu'à 500 $ par match suivant les matchs. Donc là, vous voyez, c'est le genre de truc. J'ai jamais vu ça, en tout cas en France. Alors là, je ne sais pas comment ça pourrait être faisable. On voit régulièrement des appartements. Waouh, il a vu sur le terrain. Ou là, il y a un appartement, je ne sais plus où, qui était en vente. Ça a fait un peu de bruit. Peut-être au stade brestois, je ne sais plus trop. Mais voilà, c'est rigolo. Mais là, on est vraiment sur un business développé. Et bien entendu, cette société, elle appartient au club. Hein, donc c'est en ça que c'est intelligent. Je suis bientôt à la fin. Je termine par un truc, l'avant-dernier, je crois, diapo. On est à Las Vegas, donc temple de la fête. Et donc là, plutôt que de faire juste un bar, ils ont carrément fait une boîte de nuit derrière la zone d'en-but. Là où c'est intelligent, encore une fois, c'est que c'est le Winefield Club. Wine, ça vient de Wine Resorts. C'est une compagnie d'hôtellerie dans le monde et notamment à Las Vegas. Et donc là, vous êtes derrière la zone d'en-but, donc à partir de 500 $, donc 100 tables et 100 sièges. C'est-à-dire c'est comme si vous payiez une boîte vous rentrez dans une boîte et la conso à 20 €, quoi. Bon, là, c'est à 500. Et du coup, on peut avoir jusqu'à 700 personnes qui ont des tables, des carrés VIP. Et donc, vous voyez, quand on leur amène les bouteilles ou quand on leur amène leurs commandes, c'est vraiment comme s'ils étaient en boîte de nuit. Et là, on a bien entendu tout un tas de DJ qui viennent dans ces endroits. David Guetta y allait il n'y a pas très longtemps, Diplo, etc. Et pour le Super Bowl qui a eu lieu à Las Vegas il y a quelques mois, c'était $1 million la table pour 15 personnes. Donc voilà, on est encore une fois dans des trucs totalement délirants. Mais encore une fois, là où c'est intelligent, c'est qu'on est à Las Vegas et qu'en fait, la majorité des gens qui viennent à Las Vegas, ils en ont rien à taper du foot. Moi, je suis allé voir du hockey à Las Vegas. Je pense que la moitié de la salle était vraiment bourrée, mais a passé un
Allô, allô, on est bon. Donc voilà, donc c'est ça qui est assez dingue encore une fois, c'est cette idée de reprendre les codes de la ville. Las Vegas, le luxe, les boîtes de nuit, le service premium, ça colle déjà. Voilà. Les piscines, quand je vous disais les piscines à Jacksonville ou à Phoenix en Arizona, on est dans des endroits où il fait 35 degrés toute l'année, donc c'est cohérent. Là, on est à Las Vegas. Je vous dis pas demain peut-être qu'à Kansas City, ça marcherait pas trop la boîte de nuit parce qu'on n'est pas dans les plus grandes villes du pays. Là, on est à Las Vegas, ça colle parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est encore une fois, c'est une histoire d'offre et de demande, bien entendu. Et je termine par un truc là aussi qui est assez fou, parce que je suis allé à San José aux Sharks. Et en fait, dans la salle, j'ai vu plusieurs fois des gens avec des tatouages. Mais j'en avais vu dans d'autres salles, aux Lakers, aux Clippers, j'avais vu des gens avec le tatouage. On est aux États-Unis, les gens portent beaucoup les maillots de leur équipe, portent beaucoup les maillots de leur université ou le sweat, on le voit dans les films. La culture américaine et la culture sportive est omniprésente, elle est assez dingue. Mais là, j'ai vu 2-3 personnes avec le même tatouage, je me suis dit, c'est bizarre. Donc c'était un fameux requin, voilà, les San Jose Sharks. Et le responsable marketing me faisait visiter le club le lendemain. Et donc en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais j'ai vu plusieurs personnes avec un tatouage de requin, je trouvais ça bizarre. Et c'est quoi, ils l'ont fait d'eux-mêmes? Et il me dit non, en fait, on a voulu marquer le coup. C'était la saison juste avant. L'équipe est arrivée en finale de conférence. Alors c'est comme si voilà, vous arriviez en finale de championnat. Donc c'est un truc on va dire, à célébrer. Et pour récompenser les fans, ils ont permis donc à plus de 100, je sais plus combien, une bonne centaine en tout cas de fans d'avoir des tatouages gratuits. Le club a choisi 5 tatouages, 5 modèles qu'on voit ici par exemple, et ils ont sélectionné 3 salons de tatouage dans la ville en partenariat, et donc les gens avaient la possibilité d'aller se faire tatouer gratuitement. Et ça a créé des émulsions en Europe. Le Bayer Leverkusen l'a fait l'année dernière. Par contre, ils l'ont fait au club. Mais vous voyez, encore une fois, cette idée de récompenser, de valoriser, c'est pas facile de valoriser un abonné ou un fan qui vient à tous les matchs, qui pleuve, qui vante. Et eux, ils ont réussi à le faire parfaitement. Bon, voilà, encore une fois, on termine là-dessus sur le truc très, très what the fuck. Merci à vous en tout cas pour votre attention.